Salut tout le monde, c'est DBZ Cool et j'attaque donc la suite de ma rétrospective sur la saga Metal Gear. Donc pour ceux qui ne savent pas, je me fais un marathon Metal Gear, c'est-à-dire que je me fais tous les jeux à la suite de Metal Gear 1 jusqu'à Metal Gear Solid 5. Et à chaque fois que je finis un des jeux, je fais une petite vidéo un peu rétrospective, on va dire. Et j'en suis donc à Metal Gear Solid, donc sorti sur PlayStation 1. Et c'est un peu j'attaque la partie que je connais le plus. Parce que pour mes deux précédentes vidéos, c'était la première fois que je faisais les jeux, Metal Gear 1 et 2. Je cherchais surtout sur internet les infos, mais là je m'y connais un peu mieux. Donc avant Metal Gear Solid, il faut savoir qu'en 94, Hideo Kojima, donc le créateur du jeu, s'attaque à la suite de Snatcher, Police Note, que ça s'appelle. Il effectue un portage sur la 3DO, sauf que personne n'a rien à foutre de la 3DO. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à penser à Metal Gear 3, pas encore Metal Gear Solid, Metal Gear 3. Sauf que il pense que l'avenir du jeu vidéo c'est dans la 3D. Et vu le faible succès de la 3DO, parce que même moi qui suis pas très calé niveau rétro, je connais même pas la 3DO, je connais un minimum les consoles rétro, mais la 3DO c'était la première fois que j'en entendais parler. Il se tourne donc vers Monsieur Sony, on va dire, donc le patron de Sony, pour effectuer un jeu sur la PlayStation. Et c'est donc en 98 qu'il connaît le succès international, on va dire, avec Metal Gear Solid, puisque c'est le premier à vraiment quitter les bornes du Japon pour aller en Occident. Donc Metal Gear Solid 1, sorti en 98 comme je l'ai dit, il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, par beaucoup de sites où j'ai vu ça. Il a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, sans compter le remake sur GameCube et sans compter, sans compter la version téléchargeable sur PlayStation 3, je crois, je suis pas sûr. C'est l'un des meilleurs jeux, on va dire, de l'époque au niveau du scénario, l'élaboration du scénario, la mise en scène surtout, les personnages charismatiques qui apparaissent, les scènes touchantes qui foutent vraiment la boule au ventre. Il y a des personnages, j'en ai rien à foutre d'eux, mais il y a certaines scènes avec eux qui m'ont vraiment touché. Et pour l'époque, je parle pas de maintenant parce que maintenant les films sont plus comme des jeux maintenant, mais pour l'époque quand même c'était vraiment, ça devait vraiment être époustouflant. Moi j'aurais joué à ce jeu en étant gosse à l'époque en 98. Je sais pas ce que j'en aurais pensé. Je crois que je l'aurais encore plus haut dans mon estime. Parce qu'il faut savoir pour la petite histoire que Metal Gear Solid 1 ça a été le dernier. Enfin, j'ai d'abord joué à MGS2, puis MGS3, puis MGS4 et enfin j'ai fait MGS1. Donc voilà. J'ai vraiment fait dans le désordre. Donc MGS1, il y a plein de rebondissements et certains dans le fandom le considèrent comme le meilleur des Metal Gear tout court. En tout cas, le meilleur des Metal Gear Solid, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est le meilleur des Metal Gear? Ça c'est à voir. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on passe de Metal Gear 1 et 2 à Metal Gear Solid et pas Metal Gear 3? Pour ça, il y a trois raisons. La première raison, c'est que le jeu arrive sur PlayStation et Kojima sait qu'il va dépasser les frontières et arriver en Occident. Et il veut pas rebuter les joueurs occidentaux en pensant que Metal Gear 3 c'est la suite d'une suite. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, si vous voyez un jeu avec un 3 et que vous n'avez pas fait le 1 et le 2 à l'époque, ça peut rebuter certains à l'acheter. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors c'est sûr, il faut connaître les bases des Metal Gear précédents, mais c'est pas non plus énorme. Par exemple, Metal Gear Solid 4, si vous n'avez pas fait les précédents Metal Gear, c'est même pas la peine de regarder la jaquette du jeu. Vous comprendrez même pas un centième du scénario, quoi. Donc, par contre, pour Metal Gear Solid, il faut connaître les bases, quoi. De Big Boss, il faut savoir qui est Big Boss, savoir ce qu'il fait dans les précédents Metal Gear, qu'il meurt, quoi. Il faut juste savoir ça, quoi. Il faut connaître un des boss aussi, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, mais tout est expliqué dans Metal Gear Solid. La preuve, la majorité, même 90% des fans de la série aujourd'hui en France ou en Occident ont commencé avec Metal Gear Solid et pas avec Metal Gear 1 ou 2, donc ça prouve bien ce que je dis.
La seconde raison pour le fait qu'on passe à Metal Gear Solid, c'est que Solid c'est le nom du héros, enfin de Snake, enfin le pseudo si vous préférez. Et même si les jeux suivants, c'est-à-dire Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 5, Peace Walker, Portable Ops et tout, s'appelle aussi Metal Gear Solid, malgré que Snake n'y apparaisse même pas. C'est surtout un effet marketing parce que maintenant on pense plus saga Metal Gear, mais on pense plutôt saga Metal Gear Solid. Donc voilà, surtout que les héros des autres Metal Gear, c'est-à-dire Big Boss alias Naked Snake, je vois pas la saga s'appeler Metal Gear Naked. Enfin, moi en tout cas c'est mon point de vue parce que l'arme de métal nue, ça fait un petit peu bizarre. Même Metal Gear Rising ça sonne mieux. La troisième raison, c'est que Solid, c'est la troisième puissance mathématique. Donc moi et les maths, ça fait 92, donc je vous laisse comprendre par vous-même. Et donc ça correspond donc à la structure cubique, 3D, tout ça, enfin le passage à la 3D, etc. Donc vous m'avez compris. Et la dernière raison, c'est une concurrence avec Square Enix, donc Square, c'est-à-dire carré en anglais. Et donc un carré c'est en 2D, alors que la 3D, donc le solide, la structure cubique, c'est en 3D quoi. Voilà, c'est une petite concurrence parce que Kojima a avoué qu'il était en concurrence à l'époque avec Square Enix, Final Fantasy, tout ça. Et donc pour le scénario, alors le scénario se passe en 2005, c'est 6 ans après Metal Gear 2 Solid Snake. Tout se passe en Alaska, dans une base sur une île nommée Shadow Moses, qui est tombée aux mains d'une organisation terroriste qui s'appelle Foxhound. Et Foxhound, donc pour ceux qui s'en souviennent un peu, c'est l'organisation dans laquelle étaient Snake et le colonel Roy Campbell dans Metal Gear 1 et 2. Sauf que ces deux derniers se sont retirés de Foxhound après Metal Gear 2 et le nouveau chef s'appelle Liquid Snake. Il a effectué de nouveaux recrutements, de nouveaux tests aussi génétiques et se rebelle contre l'Amérique et le monde entier en prenant cette base d'assaut, on va dire. Et Liquid menace le monde entier d'une attaque nucléaire. Et pour ça, il a 2 otages, donc le chef du DARPA et le président d'Armstech. Et ses revendications, c'est qu'il demande le cadavre, enfin les restes du cadavre de Big Boss, ainsi que $1 milliard. Donc c'est Campbell qui travaille pour l'Amérique, pour l'armée d'Amérique, qui est à la charge de cette mission. Et il fait appel à Snake. Snake qui s'est retiré en Alaska pour rester seul après le traumatisme qu'il a vécu, enfin le traumatisme en quelque sorte, qu'il a vécu dans Metal Gear 2 avec Gray Fox, son père, etc. Et donc il s'est réfugié, je crois qu'il s'est réfugié dans l'alcool, je m'en souviens plus trop. Et donc Campbell le supplie de reprendre les armes, ce que Snake refuse catégoriquement. Mais Campbell lui montre le visage de Liquid, donc le chef des terroristes, et qui ressemble trait pour trait à Snake. Et malgré que Snake ne le connaisse pas, il accepte pour voir qui est cet homme et pour mettre fin à ce merdier. Donc c'est le scénario de base. On peut penser... Quand on voit le scénario de base, on se dit que c'est juste un jeu d'action un peu comme les autres. Et pourtant, je vous assure que le scénario... il y a vraiment énormément Enfin, énormément, oui. Il y a des comment on appelle ça des rebondissements, merci. Il faut pas s'arrêter au scénario de base. Donc, Metal Gear Solid est sorti en 98. Il avait beaucoup de concurrence. Déjà, il y avait des licences qui avaient déjà un public, qui sont sorties la même année. Donc, il y avait Sonic Adventure 2... Zelda Ocarina of Time, Resident Evil 2, Crash Bandicoot Warped, donc des licences qui avaient déjà un public comparé à Metal Gear Solid qui n'était pas vraiment connu en Occident. Enfin, les 2 précédents n'étaient pas vraiment connus en Occident. Et il y avait aussi de grosses sorties en 98 comme... j'ai effacé ma liste comme un idiot. Mais oui, en 98 il y avait Pokémon Rouge et Bleu qui sortait de mémoire. Ouais, 98. Donc c'est déjà un gros jeu. Donc Metal Gear Solid avait vraiment fort à faire pour s'imposer sur la scène mondiale, on va dire.
Et pour ça, pour l'aider déjà, les magazines, ils le mettaient beaucoup en avant. Metal Gear Solid, c'est dans les magazines comme les magazines spécialisés dans le jeu vidéo. Ouais, c'est pas Téléstar qui va mettre Metal Gear Solid en avant, enfin, je suppose. Alors donc ce Metal Gear Solid est considéré comme celui qui a apporté le plus de choses et comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et pourtant, on va voir dans ce test, enfin non, dans cette rétrospective, si vous avez vu mes deux précédentes, qu'il y a énormément de points communs avec Metal Gear 2. Enfin, dans les idées quoi, qui ont été directement reprises de Metal Gear 2 ou Metal Gear 1. Car quand on y regarde de près, Metal Gear Solid, c'est le jeu qui a le moins apporté à la saga. Donc on va se lancer dans le jeu en général. Donc comme je l'ai dit, le level design, tout a été fait en Lego dans les locaux de Kojima Productions. Donc le level design est vraiment très bien pensé. On peut se cacher de partout, il y a des ennemis là où il faut, etc. C'est ni trop dur, ni trop simple. La 3D, qui est une nouveauté donc dans la saga, est vraiment bien gérée, je trouve. Si ce n'est peut-être pour viser des ennemis qui sont hors de l'écran, parce qu'on peut pas encore viser à la première personne. Donc de ce côté-là, on peut vraiment dire que c'est presque sans faute. Ils ont placé toutes les caméras et tous les ennemis dans des maquettes en Lego. Enfin voilà. Alors donc ce petit défaut, on va dire, m'amène à parler du gameplay. Donc pour l'époque, je pense que ça devrait vraiment... C'est lourd, c'est sûr, mais je pense que pour l'époque, en ayant joué à quelques jeux de PlayStation 1 du genre, quoi, je trouve que vraiment que Metal Gear Solid s'en sort assez bien, je trouve. Si ce n'est pour tirer, comme je l'ai dit, ou pour utiliser des armes. Mais pour le reste, je trouve vraiment bon. Enfin, dans la maniabilité, je trouve. Et même, je trouve Metal Gear Solid supérieur aux jeux d'aujourd'hui. Au niveau d'un point, enfin de plusieurs points, mais comment dire. Je vais donner un exemple. C'est que dans Metal Gear Solid, quand on court vers un mur, quand on se met contre un mur, enfin, non, quand on est devant un mur et qu'on va vers le mur, le personnage se met tout seul à dos contre le mur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se plaque contre le mur tout seul. Alors que dans plein de jeux, j'ai même pas d'exemple, mais Gears of War, Metal Gear Solid 4, ils ont perdu ce truc dans Metal Gear Solid 4, j'ai halluciné. Et d'autres trucs, il faut appuyer sur un bouton pour se mettre contre un mur. Enfin, moi je sais pas, je trouve tellement plus pratique de devoir courir contre un mur pour se plaquer contre le mur. Enfin, chacun son avis, mais moi c'est mon avis, donc voilà. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus instinctif. Enfin, c'est mon avis. Donc pour en revenir à la visée, ouais, c'est vraiment un des défauts du jeu. Et du gameplay. Et au niveau du gameplay, pour l'époque, en tout cas je parle, c'est vraiment un des seuls trucs que je mettrais dans les défauts. Surtout qu'il y a quand même, c'est pas des sadiques chez Kojima Productions quand même, il y a quand même une visée automatique. Donc on a juste appuyé sur carré et on suivra le réticule, il va viser l'ennemi le plus proche. Donc heureusement, même s'il est en dehors de l'écran, il va le suivre, donc heureusement. Les premières fois, j'ai vraiment galéré à finir le jeu, mais là c'était pas la première fois que je refaisais le jeu, j'ai eu aucun souci. Même en difficile, j'ai eu aucun souci, donc il faut juste s'habituer, je pense. Ah oui, par contre, j'ai eu aucun souci, mais juste une petite anecdote, mais il y a plein de pièges dans ce jeu. Je ne me les suis jamais pris. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, je me suis pris tous les pièges que je ne m'étais jamais pris. Ça fait 6, 7, 8 fois que je refais le jeu. C'est la première fois que je me prends tous les pièges alors que je ne m'étais jamais pris. Ça m'a fait péter un câble. Mais le seul exemple que je donnerai, c'est le combat contre Ocelot, le tout premier boss. Il y a des C4, des fils de C4 au milieu de la map. Il faut tourner autour. Et moi, j'ai réussi à foncer dedans. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait plusieurs mois que j'ai fini le jeu déjà, mais enfin, là, je refais la vidéo par rapport à la première fois où je l'ai fait. Mais je me souviens que ça m'a fait péter un câble. Les trous, les dalles qui se cassent dessous nos pieds, je me les suis jamais pris. Là, je me les suis toutes pris. Enfin, bref. Ça m'a fait péter un câble. Petite anecdote qui avait rien à voir, mais bon.
Donc ce Metal Gear Solid, ça a quand même apporté à la saga les scènes obligatoires que j'appelle, qu'on retrouve dans tous les jeux suivants, c'est-à-dire une phase au sniper, Metal Gear Solid 1 contre Sniper Wolf, Metal Gear Solid 2 quand il faut couvrir Emma, Metal Gear Solid 3 contre The End, le meilleur passage de toute la saga, Metal Gear Solid 4 contre Raging Raven, je crois. Enfin non, Screaming, non. Je me souviens plus du nom, c'est l'un des derniers boss. Et je prie pour qu'il y ait une phase de sniper dans MGS5. Oh, ça va être tellement bon. Enfin bref, si c'est aussi bon que The End, là je... donc ensuite il y a aussi les phases de torture où on doit bourriner une touche, hein, MGS1, MGS2, MGS... Pas MGS3. Dans Peace Walker il y en a une, dans MGS4 aussi, dans MGS5 il y en aura une, je sens déjà qu'il y en aura une. Parce que, je vois déjà la scène dans laquelle ça va se passer, donc je sens qu'il y en aura une. La scène où on est en prison et qu'on doit s'échapper de la prison, enfin, c'est des trucs qu'on retrouve dans tous les Metal Gear suivants. Donc passage à la 3D oblige, on passe aux cinématiques, qui sont, pour ainsi dire, exemplaires hein, pour l'époque quand même. Même pour aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment il y a des cinématiques qui sont juste excellentissimes. Je vois souvent que Metal Gear Solid a rapproché le jeu vidéo et le cinéma, et c'est loin d'être faux, quoi. Les cinématiques de ce jeu sont quand même assez courtes. Je pense que de mémoire, ça n'excède pas 20 minutes, 20-30 minutes grand maximum, et encore elles sont rares, comparé au reste de la saga où par exemple la fin de l'acte 3 de Metal Gear Solid 4 dure 1h30, la cinématique de fin. Enfin, 1h30 ou un peu plus, un peu moins, mais ça dépasse les 1h très largement, je m'en souviens, je devais éteindre la console et je dis attends maman, la cinématique elle se finit, j'arrive. Bon, heureusement dans le Metal Gear Solid 4 il propose de sauvegarder entre les cinématiques, heureusement. Enfin bref. Donc cette mise en scène elle est aussi très bonne par rapport au doublage, que ce soit la VF, oui la VF que je trouve excellente, ou la VO qui est tout aussi excellente. Et ça donne un ton un peu hollywoodien à la saga. Et ça permet donc des scènes cultes, moi je trouve, il y a des cinématiques qui sont tellement intenses, je trouve, que même aujourd'hui, je retrouve pas cette intensité dans certains jeux, quoi, cette émotion. Je vais donner un exemple, parce que je pense que tout le monde connaît MGS1, c'est la mort de Sniper Wolf. À chaque fois que je revois cette scène, j'en ai des frissons, j'en ai rien à battre de Sniper Wolf, mais sa mort, mais... j'en ai des frissons à chaque fois. C'est la meilleure scène du jeu pour moi, et une de mes scènes préférées, une des meilleures, pas préférées, mais même objectivement, pour moi, c'est une des meilleures de l'univers du jeu vidéo en général. Donc ouais, voilà, il y a plein de scènes de cul. Des scènes cultes, pardon. Désolé, c'est tard, il est 5h du matin, excusez-moi. Donc oui, non, il n'y a pas vraiment de scène de cul. Quoique si, une fois, quand il y a Meryl avec nous, on peut zoomer sur ses seins et elle devient toute rouge parce qu'elle rougit. Enfin voilà. Le jeu est assez court. En traçant, il dure une dizaine d'heures, je pense. 10-15 heures. En traçant, en regardant les cinématiques. Hein. Toutes les cinématiques. Mais ça permet quand même de développer plein de choses pour la suite de la saga. Par exemple, moi je trouve que le développement du personnage de Liquid, il est excellent. D'ailleurs, petite anecdote, mais Kojima a avoué que s'il avait su que Liquid serait autant populaire auprès des fans de la saga, il aurait pas parlé de clone, il aurait pas tué Liquid. Et voilà. C'est un personnage qui est extrêmement apprécié, et Kojima regrette de l'avoir tué parce qu'il avait vraiment beaucoup de potentiel, et c'est un de ses plus gros regrets, il a avoué assez récemment par rapport à la saga. C'est pour ça que beaucoup attendent MGS5, dont moi, pour le retour de Liquid, sous le pseudo de Ellie, je crois, un truc comme... Enfin, on pense que c'est lui, on en est quasiment sûr même. Mais bon. Donc en Occident, le jeu a fait un énorme buzz. C'était des idées qui n'avaient jamais été vues jusque-là. Et tout comme les autres Metal Gear, c'est en faisant le jeu plusieurs fois qu'on se rend compte du message derrière le jeu. Donc Kojima nous montre les méfaits de la guerre, d'une part, avec un Snake au sommet de son charisme. Ensuite, Kojima, il nous montre qu'il n'y a pas de héros dans une guerre. Il y a seulement des gens qui meurent et d'autres qui survivent. Et qu'il faut prendre du recul devant ce genre de jeu. Et ensuite, il met le joueur en garde en tant que joueur ainsi que consommateur.
Parce que tout comme Snake, on est formaté dans une société avec des règles que l'on applique sans forcément être d'accord. On a notre rôle à jouer, on pense que notre destin est déjà tout tracé. Et à la fin du jeu, Naomi s'adresse non pas à Snake, mais au joueur, c'est Kojima lui-même qui l'a dit. Elle lui dit de vivre et d'embrasser pleinement nos rêves. Et le contexte de l'Alaska n'y est pas pour rien, parce que dans les précédents jeux, l'Afrique était là pour parler des énergies comme le pétrole et pour coller aux films d'action de l'époque aussi. Mais l'Alaska, ça symbolise un peu les limites de l'être humain imposées par la société, c'est un peu sa prison interne. Et Snake et Liquid, enfin Solid et Liquid, montrent les deux choix possibles pour l'être humain. Rester dans un état liquide et perméable aux idées reçues, se laisser traverser par tout ce que l'on vous lance chaque jour pour vous rabaisser, rester confiné dans sa maison, un peu comme Liquid qui reste pendant tout le jeu dans la base et dès qu'il met un pied dehors, il meurt. Ou alors rester dans un état solide, tracer son chemin, sans regarder en arrière, recevoir les idées et coopérer avec certaines, mais rester sûr de son but. Donc, ouais, à la fin du jeu, donc Snake il sort de la base et il part enfin de l'Alaska après 6 ans après y être resté enfermé pendant 6 ans. Donc c'est le message que Kojima voulait nous faire passer à la fin du jeu. Ensuite, évidemment, c'est un peu comme toute la saga, mais Kojima critique les politiciens. Par exemple, Campbell, notre commandant qui pense être le chef commandant un pion, alias Snake, alors que lui-même n'est qu'un pion commandé par un autre pion, qui pense être aussi le chef, mais qui est en fait aussi commandé par... Enfin, vous voyez la chaîne, quoi. Et ouais, d'ailleurs, je sais pas si c'est pareil en VO, mais la voix je crois que c'est le ministre de la Défense, la voix du ministre de la Défense est absolument dégueulasse en VF. Oh, c'est la pire voix que j'ai jamais entendue. Pas que si le doublage est mauvais, c'est fait exprès. Mais ça colle bien. Si c'est une critique, si c'est à chercher, si c'est fait exprès, c'est vraiment bien fait parce que c'est vraiment une des pires voix. Je parle comme ça, je suis méchant, je suis le ministre de la Défense. Enfin voilà, c'est une voix de ce genre-là, quoi. Vous n'êtes qu'un pion parmi l'échiquier, Roy Campbell. Et encore, j'exagère même pas assez. Donc ensuite, alors est-ce que j'ai besoin de parler de l'OST du jeu, des musiques du jeu? Le main theme est juste génial, je pense que c'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais il faut savoir quand même que Kojima a dû arrêter d'utiliser ce thème après MGS3 pour cause de droits d'auteur. Donc ensuite il y a le thème de fin, Enclosure, The Best Is Yet To Come, ensuite il y a des musiques cultes comme Enclosure, des choses comme ça, quoi. Enfin, je vais pas en parler pendant 10 ans. Ensuite MGS1, pour tous les fans de la saga, quand on entend MGS1, on entend Boss. Pour une énorme partie, je vais pas dire la totalité, mais pour 90% des fans de la saga, MGS1, c'est le jeu avec les meilleurs boss de la saga. J'en fais partie. Donc le premier boss c'est Revolver Ocelot, donc un personnage mythique de la saga entière, et c'est même le personnage de la saga. C'est pas Snake le héros de la saga, je pense que c'est Ocelot. Donc c'est un boss sympa, il faut courir autour d'un otage emprisonné dans du C4, que si on le touche le C4 tout explose. Je me suis jamais pris le C4, sauf dans cette partie, je me suis pris au moins 5 fois. Ces balles ricochent contre le mur, enfin bref, c'est vraiment un boss sympa. Le second boss c'est le tank, c'est un boss sympa, malgré que la maniabilité soit assez horrible parce qu'il faut viser le cockpit du tank avec une grenade. Et c'est assez chaud à faire avec le gameplay de MGS1. Je l'aime surtout parce qu'il offre un gag assez sympa dans MGS4 où Ocelot il va être choqué d'apprendre, il va être fasciné par le fait d'apprendre que Snake a battu un tank tout seul avec ses couilles et son couteau, quoi, enfin, avec juste une grenade. Et de toute façon, c'est Raven comme boss. Raven c'est un personnage mythique. Tout juste, ta place est au sol. Rampe sur le sol, tel le serpent que tu es. Enfin, c'est un personnage juste mythique pour moi. Le troisième boss, c'est Grey Fox. Donc Grey Fox, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, c'est le meilleur ami de Snake que l'on tue dans Metal Gear 2. Et Kojima explique que cette rencontre entre Snake et Grey Fox
avait de très grandes chances de décevoir le joueur. Parce que c'est un personnage qui a une apparence vachement cool, une espèce de cyborg ninja. Mais il aime se faire taper dessus. Et pour un boss, vouloir se faire taper dessus, c'est assez paradoxal. Et je pense que c'est inédit. Euh, fais-moi sentir vivant. Pour moi, Gray Fox, c'est un de mes personnages préférés de toute la saga. Donc dans Metal Gear Solid, on le retrouve post-mortem, puisque on l'a combattu dans Metal Gear 2, dans un combat acharné à main nue, dans un champ de mine. C'est juste la totale classe, quoi. Il a été ressuscité par des scientifiques fous, qui sont fait tuer juste après par lui-même, sous forme de cyborg. Et il cherche un combat à mort contre Snake. Donc c'est un personnage culte, il n'y a rien à dire dessus. Il a juste des répliques, c'est juste énorme. Ni ami ni ennemi. Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'arme à main nue et le combat au roi. Qui compte sur une arme est un fou. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment un très bon personnage. La tension du combat. L'entrechoquement d'os et de tendons. Le quatrième boss, c'est Psycho Mantis. Et là, tous ceux qui connaissent Psycho Mantis ont un frisson quand je dis ça. Donc pour tous les fans, Psycho Mantis c'est le meilleur boss, pour tous les fans, pour la majorité des fans, Psycho Mantis c'est le meilleur boss de la saga. Et je l'ai vu dans quelques classements comme quoi Psycho Mantis était l'un des meilleurs boss du jeu vidéo en général, je l'ai vu quelques fois. Donc Psycho Mantis, il propose quand même un background à la fois cool et troublant, franchement il met le joueur mal à l'aise quand même. Il atomise, il nucléarise, il détruit le quatrième mur. Et je sais pas, c'est troublant quand même. Enfin, moi, je me suis imaginé, étant gosse, faire le jeu, parce que je l'ai fait, quand la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais quoi? J'avais 14, 15 ans, quoi. Mais je me suis imaginé gosse faire le jeu, mais j'aurais flippé ma race, j'aurais pleuré, moi. Donc, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, Psycho Mantis, durant la cinématique, avant le combat, il nous demande de mettre la manette par terre, sur la table, sur une surface plate. Et c'est un mec qui a des pouvoirs psychiques. Il nous dit qu'il va nous faire vibrer la manette. Donc on pose la manette, et la manette se déplace. C'est traumatisant. Enfin, moi, étant gosse, ça m'aurait traumatisé. En fait, il fait vibrer la manette et grâce... Enfin, les manettes de PlayStation peuvent vibrer pour ceux qui ne savent pas. J'espère que vous le savez quand même. Et la manette se déplace, elle fait plusieurs centimètres, elle fait sa vie quoi, la manette, elle se déplace dans toute la maison. En tout cas sur PS3, moi la manette sans fil, elle s'est déplacée sur au moins 10 cm quoi. Oula, reviens là, s'il te plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la carte mémoire, il nous dit les jeux auxquels on a joué, il nous dit ah, tu aimes Final Fantasy, tu aimes Resident Evil, tu aimes Castlevania. Enfin, des trucs comme ça. Et sur GameCube aussi, sur le remake, il le fait aussi. C'est marrant de dire, d'entendre Psycho Mantis dire tu aimes Mario Sunshine. Enfin, c'est marrant. Donc, au niveau du gameplay pour le boss, on peut pas le toucher. Il faut le tuer, mais on peut pas le toucher. Il prend parfois la possession du corps de Meryl. Et enfin, c'est une marionnette, quoi. Enfin, c'est comme si Meryl était sa marionnette. Et donc il l'oblige à nous attaquer, donc il faut pas la tuer, elle évidemment, parce que c'est l'héroïne. Et parfois il lui demande de se suicider devant nous, en se tirant une balle dans la tête. Donc il faut l'assommer avant qu'elle le fasse, évidemment. Ensuite, durant le combat, il y a des écrans noirs qui nous font croire que la télé a planté, ou que la console redémarre, ou quoi. Au début ça peut surprendre, mais quand il le fait pour la 4e fois de suite, c'est assez simple de deviner que c'est faux, quoi. Et donc il faut le tuer, sauf qu'on peut pas le toucher. Missiles, flingues, fusil d'assaut, sniper, lance-roquettes, mines, grenades, tout ce que vous voulez, ça marchera pas. Et la solution pour le battre, c'est qu'il lit les mouvements de notre manette. Donc pour le battre, c'est tout con. Il faut débrancher la manette. Voilà. Et enfin, il faut débrancher la manette et la brancher dans le port comme si c'était le joueur 2 qui jouait, quoi. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me comprends, donc c'est le principal.
Moi, ce boss, je le trouve tout simplement énorme. Enfin, surtout quand je m'imagine étant gosse le faire, ça me traumatise d'avance, quoi. Ça me traumatise d'avance, pardon. Donc certains l'aiment pas, sont pas tant subjugués par la prestation de Kojima pour ce boss. Ouais, je crois que Détective Aibara, il aime pas trop il était pas trop chaud pour ce boss. Je peux comprendre que parfois il faut suivre les délires, mais moi je trouve comme ça énorme. Enfin, débrancher la manette pour battre un boss, le fait qu'ils te disent que t'aimes Mario, le fait qu'ils te fassent vibrer la manette et que la manette elle se barre en courant limite. Enfin, moi je trouve ça marrant. Alors le boss suivant c'est Sniper Wolf, et j'ai oublié d'en parler dans les infos, mais la maniabilité pour ce boss est absolument dégueulasse. Dégueulasse. Je ne pèse pas mes mots, c'est immonde. C'est un combat de sniper. Sauf que c'est déjà visé avec la croix directionnelle de la manette de la PlayStation, c'est dur. Et c'est mieux un joystick quand même. Mais même avec le joystick sur la PS3, ça marchait pas trop. Donc c'est vraiment dégueulasse parce qu'il faut faut se mettre bien face à Sniper Wolf. Enfin, il faut qu'elle soit devant nous alors qu'elle est en train de nous viser. Donc il faut se mettre face à elle. Il faut prendre le sniper, donc Snake prend le sniper, il s'allonge et il vise le sol évidemment, il vise pas l'étage où est Sniper Wolf évidemment, hein, ce serait trop facile. Et il faut vite viser Sniper Wolf avant qu'elle nous tire dessus, parce que quand elle nous tire dessus, le viseur il part sur la lune. Et je vous dis, c'est vraiment très 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 compliqué. Pour la toucher la première fois, c'est très dur, mais une fois qu'on l'a en ligne de mire et qu'elle bouge, c'est assez simple de la voir. Enfin, c'est assez simple de la tuer, quoi. Mais c'est vraiment le début qui est vraiment très dur et la maniabilité est dégueulasse. Après, je parle pour moi. Parce que moi, en refaisant le jeu, j'avais le bandana qui offre des munitions illimitées et qui nous permet de ne pas avoir à recharger. Donc c'était beaucoup plus simple, juste à bourriner sa cachette et dès qu'elle sortait la tête, boum, headshot. Donc c'était assez simple. Mais quand on fait le jeu sans le bandana, je vous assure que c'est vraiment très 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 compliqué. Mais sans ça, le personnage est assez cool de Sniper Wolf et sa scène de fin est juste... Il n'y a pas de mots, quoi. Le boss suivant, c'est le Hind D, donc un hélicoptère de combat. Il n'y a que la phase en rappel où on doit descendre la tour en rappel que je trouve juste dégueulasse, mais bon. Enfin, c'est pas non plus c'est pas pire que le sniper, quoi. Le boss suivant, ensuite, c'est Vulcan Raven, un personnage assez mystique. Donc c'est un colosse de plus de 2 mètres de haut, quoi. Il arrache la mitrailleuse de l'hélicoptère de combat, qu'on a détruit juste avant. Il l'arrache et il s'en sert comme arme. C'est un énorme bourrin, il faut jouer à cache-cache avec lui en gros. Et il faut poser des mines, il faut anticiper ses mouvements, il faut l'attirer dans les pièges, etc. Parce que il faut l'avoir à la ruse, parce que si on fonce devant lui, toi, généralement à ce stade du jeu, je crois qu'on a juste un fusil d'assaut. Donc si jamais tu y vas et que tu tombes nez à nez avec un colosse de 2 mètres de haut qui a une énorme Gatling dans les mains, je pense pas qu'on fasse très long feu. Et je trouve sa mort assez classe. Enfin moi c'est des morts comme ça, moi j'en demande tous les jours, des morts comme ça, je trouve tellement classe. Bon par contre il faut faire gaffe parce que c'est là où se passe l'action, c'est un couloir, on va dire. Enfin c'est un carré géant avec plusieurs blocs en carré, ça fait plusieurs petits couloirs. Et si jamais il prend pas le chemin qu'on a miné, c'est très facile de se faire enfermer. Donc bon, soit on a juste à choisir notre mort à ce moment-là. Soit on se fait tuer par un mec de 2 mètres de haut avec une Gatling dans les mains, soit on se prend notre propre mine. Moi en tout cas, le choix a été vite fait et je me suis pris ma mine. Oui, ça sent le vécu, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis pris tous les pièges du jeu, dont celui-là, même si c'était un piège de ma part à la base, mais bon, je me le suis pris, c'est la première fois, mais bon. Le boss suivant, c'est le Metal Gear Rex. J'ai toujours eu énormément de mal à le battre, pardon. Je sais pas, je me prends tout le temps ses missiles à tête chercheuse, sa mitrailleuse et tout, je me le prends tout le temps, donc à chaque fois, j'utilise toutes mes rations, enfin ma vie, enfin les trucs qui régénèrent la vie. J'utilise toujours dans ce combat. Mais sinon il est vachement cool, hein, en fait. Et j'ai compris la dernière fois que j'ai fait le jeu, j'ai compris comment éviter ces missiles. Il faut foncer vers lui alors que moi j'ai tendance à le fuir. Mais ouais, au final c'est un bon boss. Et enfin le boss final, Liquid Snake.
en plusieurs phases. La première phase, c'est un combat en main nue. Ça me fait vachement rire quand même ce combat parce que dans la cinématique d'avant, Liquid enclenche une bombe qui va exploser je crois dans 3 minutes, un truc comme ça. Et il dit le combat commence, enfin il détache Snake pour un combat final quoi. Et le combat commence et il se regarde pendant plus de 30 secondes. Tu vois le compteur défiler, il te reste 3 minutes, le combat commence, il reste 3 minutes. Ensuite il se regarde, il reste 2 minutes 40, 2 minutes 30, 2 minutes 20. Donc ce qui fait qu'au final on a que 2 minutes pour battre le boss, alors qu'à la base on en avait 3. Et en difficile c'est vraiment difficile hein, enfin, de le battre dans les temps. Je sais que quand je l'ai battu il me restait à peu près 10 secondes. Donc voilà. Et la dernière phase c'est la poursuite dans le tunnel en voiture. Donc c'est une scène culte de la saga, faut le dire. Par contre j'ai jamais réussi à ne pas me faire toucher. Je sais pas, j'utilise toujours au moins une ration dans ce combat. Et, enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais moi en tout cas c'est pas rare que je me fasse avoir durant ce combat. Enfin voilà, ça c'était pour les boss. Donc pour moi Psycho Mantis et Cory Fox c'est mes boss préférés. Ainsi que la scène de fin de Sniper Wolf qui est juste magique. Je vous invite à la voir en français en tout cas. Et pour la version originale de MGS1, je parle pas du remake. Là quand je parle du jeu, je parle de MGS1 sur PlayStation 1 et PlayStation 3, enfin le PlayStation 1 tout court. Je parle pas du remake hein, parce que j'en parlerai plus tard à la fin de la vidéo du remake. Donc autre nouveauté pour la saga, ce sont les doublages. Donc le doublage anglais est irréprochable, il n'y a rien à dire sur le doublage anglais. Mais nous, les Français, nous avons eu droit à la VF, qui a fait couler énormément d'encre. C'est pareil dans les films, dans les séries, dans les mangas et tout. La VF, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a souvent de la haine envers la VF. Et la VF de Metal Gear Solid, alors soit c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu la détestes au possible, soit tu l'adores. Moi, je fais partie de ceux qui l'adorent. Il y a ceux qui ont découvert le jeu avec la VF étant gosse ou quoi et qui l'adorent. Et il y a ceux qui la trouvent catastrophique parce que trop nanardesque et surjoué. Personnellement, à part le ministre de la Défense et le personnage de Liquid que je trouve sa voix dégueulasse, le reste est du tout bon. Enfin, je sais que c'est surjoué pour Liquid et tout, mais j'accroche pas. J'aime pourtant, je suis un énorme fan des nanars. Hein, mais Liquid, le ministre de la Défense, j'aime pas spécialement. Quoique je sais pas si c'est le ministre de la Défense ou le secrétaire à la Défense. Enfin, c'est l'un des deux, enfin, voilà. Alors certes, c'est nanardesque, certains reprochent que c'est nanardesque, mais la saga entière des Metal Gear, c'est nanardesque, il faut pas déconner. Même la voix originale de Snake, David Hayter, est ultra surjouée, enfin c'est nanardesque. D'ailleurs David, tu nous manques, donc s'il te plaît reviens dans MGS5, s'il te plaît fais un DLC où tu reviens, où tu doubles Snake, mais vire Jack Bauer, là on s'en bat les couilles de lui. Bref, petit coup de gueule, parce que c'est le truc qui va niquer MGS5 pour moi, enfin bref. Je reviens dans MGS1. Donc voilà, la VF est nanardesque, mais c'est pareil que la version anglaise, que la version originale. Bon, après, on a eu quelques moments cultes quand même dans cette VF, et tout le monde se tape des barres en écoutant certaines répliques comme... Oui, ça fera du vilain. Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Mais lâchez-moi, ça fait mal. Patron, et ce ninja alors? Il a tué 12 hommes. Qui que ce soit, c'est une sorte de malade. Le salaud a pris ma main. Mais comment est-il arrivé ici? Peut-être y a-t-il un espion parmi nous. Mais j'en sais rien. Je vois. Je sais pas pourquoi, mais elle est gentille avec moi. On se voit plus tard, beau mec. Le mangeur de Moktouk. Une fois qu'elle a choisi une cible, elle ne pense plus à rien d'autre. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles Esquimau. Je vais te faire tuer. Pourquoi? Enfin voilà, moi en tout cas je me tape des barres en réécoutant ces dialogues, et encore c'est pas les meilleurs, parce que j'ai pris cette vidéo, ce montage
sur internet. D'ailleurs merci à toi si jamais tu vois cette vidéo. Désolé de piquer ton travail un peu, mais moi j'utilise Windows Movie Maker et je voyais pas comment faire un montage comme ça, vu que je suis une énorme brêle dans tout ce qui est montage. Enfin bref, donc Metal Gear Solid, au final ça n'a pas apporté grand chose à la saga, si ce n'est une histoire encore plus poussée, une 3D qui est amplement maîtrisée, une ambiance qui est vraiment elle aussi maîtrisée, une mise en scène, les doublages dont je viens de parler. Et pourtant c'est considéré comme le jeu qui a le plus qui a vraiment les meilleures idées, alors que la plupart des idées étaient déjà dans MG2, dans Metal Gear 2. Donc par exemple le numéro de codec, on nous donne dans le jeu on nous donne une boîte de CD, on nous dit que le numéro de codec, de téléphone si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, est au dos de la boîte du jeu, de la boîte de CD. Et nous on regarde la boîte du CD par réflexe dans le jeu, alors qu'en fait il faut regarder la boîte du jeu dans la vraie vie. C'était déjà dans MG2 et c'est repris dans MGS 1. Du coup il faut pas perdre la boîte. Et si jamais vous jouez sur la version PS3, donc en dématérialisé, vous êtes un peu dans la merde. Même si après cette fréquence est la plus connue, donc tout le monde la connaît maintenant. Alors c'est sûr que pour les occidentaux qui ont connu la saga avec Metal Gear Solid, la surprise a été totale. Et c'est bien ça qui a fait le succès de Metal Gear Solid et de Kojima dans le monde entier à l'époque. Et c'est comme ça que Kojima donne une leçon aux joueurs en disant que c'est à ça que devrait ressembler un jeu vidéo. Bref, j'ai fini avec MGS1 et je vais enchaîner. J'avais dit que je le ferais à la fin de cette vidéo, mais je fais tout d'une traite, donc je pense que je vais arrêter là et je ferai Metal Gear Solid The Twin Snake, donc le remake sur GameCube, dans une autre vidéo qui devrait arriver très rapidement. Et qui devrait durer moins longtemps, parce que là je vois déjà que ça fait plus de 38 minutes plus 2, ouais ça fait déjà 40 minutes. Donc je ferai ça dans une autre vidéo, qui va arriver juste après, même pas un jour après quoi. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve dans pas longtemps pour la suite. Pas pour Metal Gear Solid 2, que j'ai déjà fini, donc il faut vraiment que je me mette à l'écriture de tout ça. Mais pour Metal Gear Solid The Twin Snake, donc le remake, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire quand même. Pas que des bonnes choses. Enfin, pas beaucoup de bonnes choses en tout cas. Bref, stay enjoy et à la prochaine. J'ai toujours attendu ce moment. Je suis un tireur. Attendre, c'est mon métier. Ne jamais bouger un muscle. Me concentrer. C'est les poumons. Tu ne peux rien pour moi. S'il te plaît. Achève-moi. Je suis kurde. J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci. Une Kurde? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf. Je suis né sur un champ de bataille. J'ai été bercé par des coups de feu, des sirènes et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens, d'un taudis à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts à mes côtés. Alors, je fixais le soleil levant, en priant de le voir se coucher. Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux. Mais un jour, il est arrivé. Mon héros.
Saladin, il m'a sauvé de cet enfer. Saladin, tu veux dire Big Boss? Je suis devenu un tireur. Caché, épiant tout à distance. Enfin, je pouvais voir la guerre. De l'extérieur. Et plus de l'intérieur. Une sorte d'observatrice. J'ai pu voir la brutalité, la stupidité de la guerre à travers la lunette d'un fusil. J'ai rejoint ce groupe terroriste pour me venger du monde. Mais ce faisant, j'ai déshonoré mon peuple. Et je me suis déshonoré. Je ne suis plus un loup. Au nom de la vengeance, je me suis vendu, corps et âme. Maintenant, je ne suis rien de plus qu'un chien. Les loups sont des animaux nobles. Pas comme les chiens. En Yupik, loup se dit Kejeruneku, et les Aleuts les vénèrent comme d'honorables cousins. Ils s'appellent les mercenaires comme nous, chiens de guerre. Ils ont raison, on a tous appris. Mais toi, tu es différente, sauvage, solitaire. Tu n'es pas un chien, tu es un loup. Qui es-tu? Saladin? C'est toi? Wolf, tu as sauvé la vie de Meryl. Elle n'était pas ma vraie cible. Je ne tue pas par plaisir. Repose en paix. Tu vas mourir en loup que tu es. Je viens enfin te comprendre. Je n'attendais pas de tuer. J'attendais que quelqu'un me tue. Quelqu'un comme toi. Tu es un héros. Je t'en prie, libère-moi. Pourquoi? Pourquoi? Je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fusil. Donne-le-moi. C'est une partie de moi. C'est... tout le monde est là. Ok. Héros. Libère-moi. Au revoir. Snake, tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où. Je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce que tu fais? Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Ouais. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Ouais. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snake! Pourquoi est-ce qu'elle se battait?
Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. D'accord. Je vais chercher aussi.